Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 mai 2021. Bienvenue à cette vidéo hebdomadaire, une vidéo qui est dédiée aux matières premières à travers leurs fondamentaux, avec également toujours une pointe de technique pour finaliser notre vision de ce marché. Alors aujourd'hui, nous allons aborder, comme à notre habitude, le pétrole. Nous allons aborder des métaux, tout d'abord un métal précieux, l'argent, un métal industriel, le copper, et nous avons pas mal parlé de matières premières agricoles récemment. Nous avons délaissé le sucre et nous allons en parler aujourd'hui avec des fondamentaux qui sont favorables d'un côté, mais du technique qui nous laisse un peu hésitants. Il nous manque quelque chose d'un point de vue technique pour croire en ces fondamentaux. Nous allons en parler. On va aborder pas mal de prévisions également aujourd'hui, que ce soit de Goldman Sachs ou de la Banque mondiale sur le pétrole, sur le copper. Et nous allons essayer de voir si ces prévisions sont justifiées ou non. Donc voilà ce qui nous attend pour aujourd'hui. Nous allons débuter dès à présent avec l'or noir, le pétrole. Les points clés, tout d'abord, l'OPEP+, qui n'a pas modifié sa recommandation concernant la production de pétrole brut pour les 3 prochains mois. Et Goldman Sachs qui s'attend à ce que le cours du Brent atteigne les 80 $ le baril au cours de la phase haussière actuelle. On notera également que le biais vert sera crucial, ça pourrait être un des facteurs clés pour le pétrole ainsi que pour d'autres matières premières. On va en parler également, on va en parler notamment pour le copper, car ce sera effectivement un facteur déterminant. Je vous rappelle que la baisse du billet vert a favorisé une hausse du copper lors du mois de mars. Mais on va en parler. Restons concentrés sur le pétrole. Le pétrole Brent qui fait face à une résistance des 70 $ le baril. Et donc, cette résistance, si elle est franchie, permettra au cours d'aller chercher une autre résistance majeure à 67 $ le baril, où on retrouvera justement une oblique baissière qui relie les différents sommets de long terme. On retrouvera également la borne supérieure d'un canal haussier, mais nous allons le constater immédiatement. Vous voyez cette oblique baissière qui relie les différents sommets sur le pétrole, ce sera une résistance de taille. Actuellement, on fait face aux 70 $ le baril. Si on les franchit, c'est cette résistance, cette oblique baissière que l'on va aller chercher, et elle pourrait coïncider au moment de la hausse à la borne supérieure du canal haussier. On remarquera que nous avons une réaction avec un certain retard, réaction du pétrole face au renforcement du dollar américain. À l'heure actuelle, l'euro-dollar se maintient au-dessus des 1,20, et si ce support venait à céder, le Brent pourrait rencontrer certaines difficultés dans le franchissement des 70 $ le baril. Donc voilà pour la situation technique d'un point de vue journalier avec l'euro-dollar. On va essayer de voir cela de plus près avec Ishimoku. On avait eu un signal d'achat ici depuis la sortie du nuage, une Chikou-span qui s'est désengagée, qui n'avait plus d'obstacles. Alors on a franchi le retracement de Fibonacci à 78,6% et les 69,10 $. Visiblement, la voie est ouverte. Les cours pourraient continuer leur progression, même au-dessus des 70 $ le baril, aux alentours des 71,40 le baril. Et après cela, bien entendu, ce seront les 77 $ qui seront ciblés. D'un point de vue des stocks de pétrole brut aux États-Unis, on vient de se stabiliser, on se rapproche de la moyenne sur 5 ans. Alors, la stabilisation devrait se poursuivre jusqu'à la mi-juin. En revanche, si on venait à franchir cette ligne, cette moyenne sur 5 ans, car ici c'est la moyenne sur 5 ans, ici c'est le maximum sur 5 ans, le minimum sur 5 ans. Alors si on venait à franchir cette ligne, si les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis venaient à continuer à baisser, ce serait un réel signal en faveur d'une hausse des cours du pétrole. Et là, effectivement, pour aller chercher les 77 $, voire même les 80 $ le baril. Nous allons passer à présent au métal précieux, le silver. Alors, pas mal de nouveautés également concernant le silver, notamment la demande de pièces en argent. Alors, c'est ce que nous fait savoir la société australienne Pertmin qui fait état d'une augmentation de la demande de pièces en argent. Et selon elle, la demande des pièces d'argent d'une once dépasse la capacité de production. Elle déclare également que les ventes en avril ont dépassé près de 1,8 million d'onces, ce qui marque une augmentation de 12,4% en glissement mensuel, mais les ventes ont diminué de 15% en glissement annuel. À noter que nous avons pu constater un mois d'avril exceptionnel pour l'argent en hausse de 6%. C'est sa meilleure performance mensuelle en 2021 et une performance qui pourrait se poursuivre lors du mois de mai. C'est ce que nous laisse entrevoir la configuration technique avec une potentielle figure en épaule-tête-épaule inversée qui est en cours de formation. La ligne de coup
se situe à 26,80 $. On va le voir graphiquement. Il y a également une résistance à 27 $ et l'objectif théorique de cette épaule tête-épaule inversée est aux alentours des sommets d'août 2020 et de janvier 2021 à 29,65 $. Concernant les ETF, Commerzbank s'attend à ce que les flux entrants dans les ETF de métaux précieux reprennent très prochainement, ce qui pourrait donc être source de volatilité pour le gold, mais également pour le silver. Et la Banque mondiale qui nous a fourni également une prévision de hausse des cours de l'argent de 22% en 2021. On notera que pour le moment, l'argent surperforme le gold qui a chuté de près de 6% depuis le début de l'année. On passe à présent à cette figure en épaule tête épaule inversée sur le silver, hein, comme on peut le voir. Effectivement, en cas de validation de la cassure de cette ligne de coup, on pourrait aller rallier l'objectif théorique qui est à 29,65 $. Hein. C'est une belle figure en épaule tête épaule inversée d'ailleurs, qui est valable, hein, car la hauteur de la tête est inférieure à la moitié de tout le mouvement baissier que l'on retrouve ici. J'avais déjà parlé de cette règle, il me semble, en Good Morning Market. Donc une très belle ETE inversée qui pourrait être validée très prochainement avec un objectif théorique à 29,65 $. On passe à présent aux ETF avec des flux entrants qui restent positifs, hein, concernant les ETF. On n'est pas passé dans le négatif, mais ça ne laisse présager aucune reprise pour le moment. Et ce sera justement l'élément clé, très certainement, pour le silver. Ça a été le cas l'année dernière et ça sera le cas encore cette année. C'est pour ça on sera très attentif à ces données-là et on les abordera lorsque l'on aura un réel signal à ce niveau, ce qui pourrait donc laisser présager une poursuite de la tendance haussière sur le silver. On passe à présent sur le métal rouge, le copper. Après un métal précieux, on passe à un métal industriel. Pas mal de choses également à ce niveau-là, notamment d'un point de vue des stocks, hein. Et nous allons en parler des stocks sur les plus grandes bourses mondiales qui ont recommencé à baisser, notamment sur le London Metal Exchange. La Banque mondiale nous délivre une prévision, elle s'attend à une augmentation de 30% des cours des métaux industriels cette année et elle s'attend à une correction à la baisse en 2022. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons testé la zone des 10 000 $, mais attention au biais vert. Le dollar américain, encore une fois, pourrait être un facteur qui limite la hausse du métal rouge. On se rappelle, hein, ce qui s'est passé suite au renforcement du biais vert en mars. Les cours du métal rouge ont corrigé de 1 000 $. Donc, prudence au biais vert qui sera déterminant, je pense, lors des semaines à venir pour les matières premières et en l'occurrence le copper, nous l'avons dit, hein, également le pétrole. Alors à présent concernant, les stocks, ici c'est un axe, inversé, hein, donc si on se redresse d'un point de vue graphique, ça veut dire que les stocks sont en train, de baisser, que ce soit, d'un point de vue des stocks, globaux ici en rose ou, à Shanghai et effectivement, c'est une baisse, cyclique visiblement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, hem cela pourrait aboutir à de nouveaux sommets, hein, pour le copper et c'est la demande en provenance, de Chine qui sera clairement déterminante et on le voit ici, on peut le voir, hein, cette situation lorsqu'on avait eu une nette baisse, des stocks, hein, on le voit la baisse des stocks ici en vert mais également en rose. Cela avait soutenu sur le long terme les cours du copper donc les stocks seront très importants. Il faut savoir qu'on aura encore besoin de plus de cuivre très prochainement, notamment avec le vaste plan d'infrastructure de Joe Biden et donc l'élément déclencheur pourrait être justement la Chine. C'est ce qui déterminera l'évolution des stocks et on parlera la prochaine fois très certainement de l'impulsion du crédit en Chine. Une donnée que l'on a abordée à maintes reprises. Alors à présent, il est intéressant de noter ici effectivement que c'était la baisse du dollar qui avait justement favorisé la hausse des cours du copper. Ici, en bleu, on retrouve les cours de l'euro-dollar. Donc, une baisse du dollar équivaut à une hausse de l'euro-dollar et ça avait clairement favorisé, on peut le voir, la hausse du métal rouge. Donc, le billet vert sera effectivement décisif et actuellement, on est en train de corriger sur le copper et on a un renforcement à nouveau du billet vert. On atteste ici la baisse de l'euro-dollar qui est aux alentours des 1,20. On passe à présent au sucre, matière première agricole que nous en avons abordé pas mal récemment, le maïs, le blé, le café
étant donné que les perspectives sont très prometteuses. Le sucre également a de bons fondamentaux, mais d'un point de vue technique, je reste tout de même un peu plus mitigé dans l'attente d'un réel signal d'un point de vue mensuel. C'est sur cela que nous allons terminer, mais d'abord les points clés. Ce qu'il faut savoir que habituellement le mois de mai est favorable au cours du sucre, hein, d'un point de vue saisonnier, et la situation actuelle, la hausse actuelle est favorisée par des contraintes de capacité dans les ports brésiliens. Pourquoi il y a de telles contraintes? Parce que le potentiel d'exportation du sucre est largement limité. Les ports sont perquisitionnés, si je puis dire, par la demande chinoise croissante de soja et de maïs. Alors la Chine qui va peut-être d'ailleurs laisser tomber, se détourner du maïs face aux cours élevés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un cours du sucre qui est dépendant également des cours du pétrole qui sont élevés et qui entraînent donc une augmentation de la demande d'éthanol, ce qui pourrait limiter la disponibilité du sucre. Et selon également, hein, d'un point de vue fondamentaux, selon de récentes prévisions, la production de sucre au Brésil pourrait être inférieure d'environ 30% par rapport à l'année dernière. Concernant l'éthanol, on notera également que de nombreux pays prévoient d'augmenter la teneur en éthanol des carburants. L'Inde prévoit d'augmenter la teneur en éthanol actuellement de 5 à 6% pour aller chercher les 20% d'ici 2025. Et en parallèle, l'Inde prévoit de commencer à produire de l'éthanol directement à partir de sucre brut afin de limiter l'augmentation de l'offre. On notera également le positionnement spéculatif qui semble similaire à celui de 2016-2017 et nous allons en parler immédiatement. Alors, nous avons effectivement un rebond des positions longues sur le sucre depuis le début du trimestre, le trimestre actuel, mais nous avons également un positionnement à la vente qui est très faible hein, lors des 2 derniers trimestres, comme c'était le cas d'ailleurs en 2016-2017. Et donc, si on ne parvient pas à dépasser le récent sommet de court terme, la situation de 2016-2017 pourrait se reproduire à nouveau, hein. Vous voyez, ici, nous avons eu un repli considérable des cours à cette époque. Et d'ailleurs, on peut le voir même ici, on avait eu une figure en épaule-tête-épaule, une figure de retournement qui avait été annonciateur du repli. Donc prudence, avec tout de même de bons fondamentaux hein, et une tendance haussière qui devrait se poursuivre au cours de l'été selon la saisonnalité. Ici, on retrouve la moyenne, les plus bas sur 5 ans, les plus hauts sur 5 ans. Et comme on peut le voir, l'été est favorable à la hausse du sucre, hein, que l'on soit sur la borne haute ou sur la borne basse hein, éventuellement. Et donc, étant donné qu'on est plus sur la borne haute, on peut s'attendre à une poursuite, à une accélération haussière du sucre au cours de cet été avec éventuellement un essoufflement à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Mais en tout cas, l'été devrait être favorable au cours du sucre. D'un point de vue technique, c'est le hic, c'est ce qui me laisse perplexe tout de même, hein, c'est devant vous le sucre en données mensuelles. On a vu un franchissement de l'oblique baissière qui relie les différents sommets, mais refus de sortir du nuage par le haut, pullback sur l'oblique baissière, on repart à la hausse, clôture très exactement sur la SSB, et ce mois-ci on continue. Alors certes, signal Ishimoku d'achat, mais il faut attendre la clôture mensuelle malheureusement. Et il faut que notre Chikuspan se désengage et qu'elle arrive à atteindre cette zone. Et donc qu'elle franchisse également l'oblique baissière. Donc on est bien loin encore d'avoir un réel signal d'achat de long terme sur le sucre. Effectivement, en cas de signal ici, donc de clôture au-dessus du nuage validé par la Chikou, ce serait un signal favorable pour cet été concernant le sucre. La projection de Soda nous donne d'ailleurs un objectif à 20, un objectif qui pourrait être surpassé pour aller chercher de précédents sommets hein, aux alentours des 24,50. Donc voilà pour le sucre, je pense, même si les fondamentaux sont bons, cela nécessiterait une confirmation technique. Et donc, prudence à ce graphique mensuel sur le sucre, un graphique que l'on examinera à nouveau à l'avenir s'il y a de la nouveauté sur ce marché. Et sur ce, cette vidéo matières premières et fondamentaux touche à sa fin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi après-midi pour aborder les matières premières. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se donne rendez-vous dès demain matin pour le prochain Good Morning Market, hein, comme tous les jours de la semaine. En attendant, très bonne fin de journée et à demain. Au revoir.